Et donc bonjour tout le monde, bienvenue pour notre deuxième session webinaire qui est consacrée à l'intelligence artificielle et notamment au guide ISPE. Donc aujourd'hui on est sur la partie 2 et on va aborder l'approche et les cycles de vie. Donc on est tous les trois là comme la dernière fois. Je laisse peut-être Philippe et Christophe se présenter rapidement, moi aussi, et après on passe aux slides. Donc Christophe, pour ceux qui étaient déjà là il y a 3 semaines, vous avez déjà entendu, donc j'ai déjà intervenu dans beaucoup de webinaires par le passé d'ISPE. Je suis aussi maintenant, j'ai le plaisir d'être co-chair de l'association, et sinon je travaille depuis 15 ans dans tout ce qui est IT compliance, et avant ça je faisais plutôt du software development. Et donc j'ai basculé du côté quality maintenant. J'ai validé à peu près tous les types de systèmes qu'on trouve dans la pharma, et puis voilà, je pense que ça suffira pour le moment. Vas-y Philippe. Donc, Philippe Baron, donc je suis le fondateur d'ADN. Ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets de compliance, système informatisé pour la pharma et le dispositif médical. Donc, j'ai fait évidemment de nombreux projets, hein. Et donc, je suis ici avec Christophe pour essayer de partager les trésors de l'ISPE, hein, afin que tous les professionnels, directs ou indirects de cette spécialité, puissent en bénéficier. Et du coup, moi de mon côté, donc Quentin Oyo, je suis l'autre co-chairman de GAM francophone avec Christophe. Et aujourd'hui, vous me verrez pas beaucoup parce que ce que j'ai fait, c'est que comme moi, je interviens extrêmement peu, j'ai enlevé ma caméra. Comme ça, vous pourrez juste vous focaliser sur les deux gars. Je pense qu'on est largement bon au niveau temps, donc on va vous mettre les slides et c'est parti. Vous pouvez y aller les gars. Ok. Alors, du coup, comme on l'a mentionné, donc on est sur une série de webinaires qu'on a organisés pour décoder, démystifier et promouvoir le guide. Donc, comme on l'a mentionné la dernière fois, il n'y a pas que ce guide-là et qu'on essaye avec Philippe d'expliquer un peu les trésors. C'est le vocabulaire qu'on a trouvé ensemble. Pour ceux qui ont participé la dernière fois, donc on a déjà fait une session sur la définition et les cadres réglementaires. On va faire un résumé très très rapide. Et aujourd'hui, on passe plutôt sur tout ce qui est approche et cycle de vie. Il y aura 2 autres sessions encore prévues, une sur la gestion des risques et la gestion des fournisseurs, qui sera le 7 avril, et une dernière sur la gouvernance et culture IA, qui sera le 5 mai. Pour vous enregistrer, donc vous avez trouvé le chemin aujourd'hui, donc vous devriez y arriver, mais il faut vous enregistrer sur la plateforme Evenium, idéalement au moins un jour avant pour que Quentin ait le temps de vous envoyer les invitations. Très rapidement, du coup, comme on l'avait déjà mentionné, ADN et Vega sont co-sponsors de l'événement, ce qui permet que vous soyez tous là gratuitement à écouter ce qu'on va vous raconter. Donc, je vous redis très rapidement, donc Vega, comme ADN, on est né en 1993. Nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle faire le pont entre le métier et l'IT. On a beaucoup de gens qui viennent du métier à la base et qui sont spécialisés en IT plus tard, donc qui viennent de pharma, chimie, etc. Et nos spécialités business, c'est plutôt l'informatique de labo, donc tout ce qui est LIMS, LES, Instrument Integration, tout ce genre de choses-là. Et tout ce qui touche au développement clinique, digital biomarker, électronique, data capture, tout ce genre de système pour collecter les data cliniques. Et bien sûr, CSV, validation des systèmes informatisés. Et voilà, et je te laisse, Philippe, raconter vite fait ce que fait ADN. Ouais. Bon, très rapidement, donc nous, on continue à faire de la validation de systèmes informatisés, hein. Simplement, avec les années, l'offre, elle a évolué, hein. Donc, on continue, elle a évolué, bon, d'une part, on fait un peu la transition, mais avant, on faisait beaucoup de cycles en V, maintenant, on fait un peu plus d'agilité, puis on va voir que c'est un peu le sujet aujourd'hui, hein. Les cycles de vie, ils évoluent. On a pas mal de références sur tout ce qui est SAP, LIMS, PV, clinique. On est assez connu aussi également pour
faire de la VSI, je dirais, outillée. Et depuis presque 2 ans maintenant, on fait aussi de la VSI entre guillemets 4.0, quoi, avec une approche no-code et IA qui va permettre de libérer les key users des tâches assez chronophages en termes de validation, notamment d'exécution, hein. On est intégrateur Atlassian, voilà, de tout ce qui est migration cloud, une très bonne connaissance de l'écosystème, notamment des écosystèmes de plugins, et puis également des capacités IA autour de Atlassian. Un peu moins connu, on a un centre de service de sérialisation pour gérer les alertes de niveau 5. Et puis, eh ben, évidemment, on a développé une offre là de data science réglementaire, hein, sur bah, tous ces sujets de compliance de modèles. Voilà. Merci Philippe. Et du coup, bah, on va passer dans le vif du sujet maintenant. Donc déjà, pour vous résumer rapidement la session numéro 1, à laquelle certains d'entre vous ont probablement participé. Donc on s'était un peu penché sur savoir qui vous étiez. Donc c'était pas une grosse surprise, mais une grosse majorité était soit validation expert, soit d'assurance qualité. On aurait été curieux de savoir ce que sont les 11 autres. S'ils sont de nouveau là aujourd'hui, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, ce que sont vos rôles dans l'entreprise. On a eu la surprise de voir qu'il y a quand même déjà 4 personnes qui ont validé une application contenant de l'IA, donc ça c'est déjà intéressant. Mais de manière générale, le guide était encore peu connu, ce qui n'est pas une surprise, c'est bien pour ça qu'on s'est penché sur le webinaire. Donc on pourra peut-être faire la question à la fin, est-ce que vous le connaissiez mieux maintenant? J'espère que la réponse sera quand même oui. Voilà. Donc, résumé très rapide, ce qu'on vous avait raconté dans la session 1. Déjà, pour vous rappeler que sur la chaîne YouTube, vous trouvez déjà plusieurs webinaires qu'on a pu faire par le passé qui parlent d'IA de manière générale, qui expliquent le cadre réglementaire, qui expliquent les updates qu'on a eu l'année dernière, qu'on a fait aussi déjà 3 événements autour de ça. Donc, on est loin d'être au démarrage, donc peut-être qu'on est passé vite à la dernière session, mais n'hésitez pas à aller vous pencher là-dessus et revenir vers nous si vous avez des questions. On en a déjà parlé un peu du GAMP Trésor, on avait parlé de quelques guides qui sont intéressants et qui sont disponibles sur l'ISPE Library. Et en particulier, un petit rappel que même GAMP 5 seconde édition parlait déjà d'IA, il y avait déjà une annexe spécifique là-dessus. Alors j'avais un peu expliqué qu'elle n'était pas très pratico-pratique, le guide va beaucoup plus loin, mais elle commençait déjà à parler de certains concepts. Donc n'hésitez pas, celle-là, j'espère que vous l'avez quand même, le guide. Et on est passé un peu sur les key concepts en réexpliquant que le guide en fait s'appuie justement sur GAMP 5 pour tout ce qui est classique validation de système, on va dire. Et la session dernière, on est passé plus en détail sur les concepts spécifiques IA qui sont dans des annexes séparées, donc Quality by Design, Trustworthy AI, ce genre de choses. Donc, je ne vais pas repasser plus que ça dans les détails. N'hésitez pas à aller voir le replay. C'est d'ailleurs dans la prochaine slide. Quentin nous a fait un recording aux petits oignons et c'est disponible sur la chaîne. Je n'ai pas vérifié moi-même, mais je crois que ça y est. Hein, donc tu me corrigeras si c'est le cas, mais donc n'hésitez pas à aller revoir ça. Et ce sera le cas pour les 3 autres webinaires. Donc n'hésitez pas à reconsulter et à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus. Je pense que vous l'avez compris, hein, tout ça c'est gratuit et il y a une raison, hein, c'est qu'on veut juste animer une communauté, voilà. Et c'est pour ça que bah, volontairement, les webinaires sont gratuits, les replays sont gratuits. L'idée, c'est de voilà qu'il y ait de plus en plus de monde qui prennent le sujet à corps et qui fassent voilà qui contribuent à l'évolution de cette digitalisation dans l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Donc aujourd'hui, comme on l'avait mentionné, on va se pencher plutôt sur tout ce qui est cycle de vie des systèmes contenant de l'IA. Et il y a 4 annexes spécifiques qui passent sur les différentes phases d'un projet, enfin d'un système plutôt, jusqu'à sa phase de retrait, son decommissioning. On a essayé de garder le fil rouge pour organiser par phase plutôt que de passer sur les chapitres et ensuite par les annexes, parce que les chapitres font que des références plus détaillées dans les annexes. Donc on a essayé de vous faire ça dans un certain fil rouge. Donc on va voir si on y est arrivé. Et justement, le premier aspect, c'est des cycles de vie. En fait, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de. Alors, cette image, vous devez la reconnaître à peu près, elle vient du PIX à la base. Et en fait, dans le guide, on retrouve une image adaptée qui explique que dans un système classique, on peut avoir un sous-système
qui correspond, qui contient de l'IA, on appelle ça un AI subsystem, et un focus spécifique, donc ce qui est en bleu foncé, sur la data. Et quand on parle de cycle de vie, en fait, on parle de 2 choses. On parle du cycle de vie du système de manière générale, le système informatisé comme, on a dans chaque système, qu'on validerait et qui est plutôt du coup traité d'un point de vue, entreprise réglementée. Et il y a un deuxième cycle de vie qui lui se penche plutôt sur le modèle qui peut être un sous-système d'IA. Et en fait, ça peut être des modèles qui peuvent être fournis par des entreprises du développement logiciel, par exemple, et qui vont les traiter pour eux-mêmes, ou ça peut être un fournisseur interne à l'organisation. Et en fait, on fait le distinguo dans le guide entre ces deux cycles de vie. Donc le premier, vraiment le plus classique que vous connaissez tous pour un système de manière globale. Et à l'intérieur de ce système, il y a aussi le modèle en lui-même qui suivra aussi un cycle de vie. Et l'image que vous voyez sur la droite, elle n'est pas nouvelle, c'est celle du GAMP 5 seconde édition. Et en fait, du coup, le sous-système d'IA en lui-même, il va avoir une interface en fait à définir, et on va passer un peu plus de détails là-dessus sur comment on va documenter le modèle en lui-même et comment on va pouvoir le spécifier et le tester. Et c'est sur ça que se penche le guide et se penchent les différents chapitres qu'on va traiter aujourd'hui. Philippe, je te passe la main Donc, pour on va passer un peu. traiter. Ouais. Donc, encore une fois, hein, notre objectif, nous, c'est pas de donner des leçons, hein, c'est de faire connaître le guide, hein. Donc, la notion de cycle de vie, voilà, on va la développer, hein. Dans ce guide, il y a 4 annexes, P1, P2, P3, P4, qui correspondent en fait aux phases d'un cycle de vie qu'on avait déjà en GAMP 5, hein, même avant la GAMP 5 seconde édition, ou même qu'on avait déjà un petit peu présent dans l'image qu'a présentée Christophe juste avant, hein. L'annexe P1, c'est tout ce qui est phase de conception, et je vais développer, comment dire, juste après, hein. La phase projet, la phase d'exploitation et la phase de retrait, sachant que comme l'a très justement euh, mentionné ou rementionné Christophe, hein, on a deux dimensions. On a le cycle de vie du système informatisé, puis on a le cycle de vie, je dirais, du modèle, je dirais, à proprement parler, hein. C'est ça, en fait, un peu la spécificité, hein, quand on parle un peu d'IA. Et vous voyez qu'on a des termes comme vérification, validation, qui reviennent avec des petites, je dirais, subtilités, hein. Euh, voilà, et ce que je vous propose, ben, c'est d'enchaîner directement sur la phase de conception, hein. Mais avant, il y a un petit sondage. D'accord. Donc la question, c'est avez-vous des projets IA en JXP en cours, et si oui, dans quelle phase? Ok, donc sans surprise, pas de phase de decommissioning, contrairement à étonné. Mm. Quand même déjà 17 qui nous disent qu'ils n'ont pas de projet IA en JXP, et quand même déjà 2 en phase opérationnelle. Ce serait intéressant de savoir un peu ce que vous avez mis comme use case. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais on prévoit à la fin 10 minutes de questions-réponses sans recording. Du coup, à ce moment-là, vous pourrez démuter votre micro, et comme ça, on n'a pas de problème avec les consentements et tout ça. Ok, bah très bien, merci pour votre feedback, c'est intéressant. Du coup, on va passer sur les différentes phases et la decommissioning comme on l'avait prévu. On va passer très très rapidement dessus. Du coup, voilà, je te laisserai enchaîner sur le concept, du coup, Philippe. Oui. Alors, donc on est en phase de conception, concept. Là, je voudrais faire un petit disclaimer. C'est vrai que souvent, on pense les conceptions, voilà, c'est plus, c'est au sens design. Là, c'est au sens preuve de concept, d'accord? Voire même preuve de valeur. Et ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment propre au guide par rapport à l'annexe D11, si je raconte pas de bêtises, du GAMP 5 seconde édition qui parlait, je dirais, de l'IA. Dans ce GAMP 5 seconde édition, dans cette phase de concept, on avait un focus sur, bien évidemment, la sélection du modèle, bien évidemment, un focus sur les données, voilà. Mais là, ce qui a été rajouté, et je pense que c'est, en tout cas, moi, ce que je perçois, c'est que ça fait écho à ce que je rencontre, hein.
c'est le rôle des parties prenantes. Souvent, en fait, il y a des POC qui sont lancés avec des initiatives, je dirais, entre guillemets, isolées par l'IT et un peu le métier, mais pas le réglementaire, ou avec le réglementaire, mais pas le métier. Et donc, du coup, ça va poser des problèmes lorsqu'il va falloir bah, avancer, puisque en fait, il y a une partie qui n'aura pas été concernée. Donc, je pense que ça, c'est très bien d'avoir dans cette phase donc de conception qui est plus pour moi d'une preuve de valeur et une preuve qu'une preuve de concept. Après, j'expliquerai, enfin, j'essaierai d'expliquer la différence selon moi hein, entre la preuve de concept et la preuve de valeur. Hein. Donc là, on a l'implication des parties prenantes. Donc là, on est dans l'annexe P1. Hein. Rappelez-vous, hein, on a 4 annexes hein, de P1 à P4. Hein. Donc là, on est dans l'annexe P1 qui correspond en fait, selon moi, sur, je dirais, la phase la plus répandue, hein, en fait, aujourd'hui, en tout cas, celle qui va avoir la croissance la plus importante. Hein. C'est d'être valider les concepts ou voir valider, je dirais, la valeur. On va définir le contexte d'utilisation. On va définir le périmètre couvert par la solution. On va définir des exigences initiales. Voilà, ça y était pas du tout en fait dans l'annexe D11 et on va commencer déjà à avoir une réflexion sur les risques. Alors évidemment, la réflexion sur les risques, bah, le truc classique qu'on voit aujourd'hui, en tout cas moi que je vois, c'est qu'on arrive en fin de POC et puis il y en a un qui lève le doigt en disant oh ben finalement je valide pas, bah non je valide pas parce que ceci. Bon, en fait tout ça parce que quand ils ont démarré je dirais cette phase-là, ils n'avaient pas en fait un agenda des différents points à regarder. Et bien évidemment, on a l'IA de confiance. Hein. Ça, pareil, ça y est, ça n'y était pas. Aujourd'hui, la confiance dans l'IA, c'est ou l'absence de confiance dans l'IA, bah, c'est une source d'échec. Voilà. On va peut-être avancer. Donc ça, c'est vraiment la spécificité dans l'annexe P1 qu'on va développer par la suite. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique lorsqu'on parle de cycle de vie? Alors, bah, évidemment, vous connaissez le cycle de vie classique, cycle en V, voilà, sur lequel vous vous êtes battu pendant des années et sur lequel vous vous peut-être battez encore hein, pour avoir des URS, je dirais, de, de qualité. Hein. On va avoir effectivement ici, bah, toujours pareil, toujours le même combat hein, sur les URS du système informatisé. Hein, voilà. Et on va avoir encore un nouveau combat qui va arriver, qui va être, je dirais, la définition du besoin sur le modèle. Voilà. Ce cycle de vie, on va je dirais, l'actionner bah, évidemment en phase de prototypage, mais également aussi dans la phase de projet où on se rend compte que finalement ça va pas. Donc hop, on relance, je dirais, une itération, hein, je dirais, sur le modèle. Et puis pendant l'exploitation, il peut y avoir des dérives. Voilà. Donc là, c'est vrai que le cycle de vie, je dirais, d'un modèle IA, il est franchement différent du cycle de vie, je dirais, d'une application. Hein. C'est pour ça que dans le GAMP 5 seconde édition, une des avancées majeures, c'était la partie agile et la partie DevOps. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner et ce que le guide, je dirais, met bien en valeur, et vous en avez sans doute entendu parler dans vos entreprises, on parle maintenant de MLOps, Machine Learning Ops, on parle parfois aussi de LLM Ops, on parle forcément de AI Ops, et la suite, bah, vous la devinez, mais je vais vous la sortir pour la fin de ma présentation. Et je pense que certains voient déjà où je veux en venir. Alors, dans ce guide, euh, vous avez donc, puisque l'annexe P1, je pense que ça va être le chapitre 8 hein, de mémoire, voilà. Et vous avez cette figure qui est, à mon avis, assez intéressante et assez synthétique, que vous pouvez utiliser évidemment pour voilà, la communication de vos projets. Hein. C'est bien évidemment l'identification des besoins et des opportunités. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités. Hein, c'est assez facile comment dire, d'en trouver.
De toute façon, c'est un peu comme Lagardère, si vous venez pas à Lagardère viendra à vous. C'est-à-dire que si les opportunités, vous les cherchez pas, de toute façon, vos éditeurs de logiciels vont venir vers vous en vous proposant des agents, des modèles, des ceci et cela. Donc de toute façon, c'est important cette phase-là, elle va arriver, hein. On parlait donc de l'engagement des parties prenantes. Ça, pour moi, j'ai encore eu un cas de figure là, où on m'a dit: «Non, non, mais au niveau IT, on est tous alignés. Bon, par contre, au niveau business, c'est pas encore ça». Ah et ben là, boum, on est arrêté, hein. Donc, idéation sur les solutions. Là, je voudrais juste faire un petit disclaimer. Heu, Souvent, quand on parle, enfin, il y a une sorte d'amalgame qu'il y a entre automation et IA. Non, faut faire attention, hein. On peut très bien trouver des solutions qui améliorent la performance sans faire de l'IA, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, hein. Voilà, hein. Donc je voudrais juste, rappeler cet élément-là, hein. Heu et réciproquement, je vois des initiatives avec des gens qui, 100% digitalisés, arrivent à mettre en place, je dirais, des choses IA. Voilà. Le contexte d'utilisation, c'est important. OK. Bon, là, je voudrais pas faire de politique, je dirais, à comment dire? À 2 centimes, hein, mais quand on voit ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, bah, c'est peut-être bien de savoir un petit peu, quel est notre objectif, hein. Sinon, bah, ça part dans des situations, un peu incontrôlables et sur des sujets comme ça, c'est un peu la même chose. Voilà. Ce qui va arriver, évidemment, même en phase de POC, c'est commencer à drafter les requirements et je vais avoir quelques exemples, hein, mais il faut que j'accélère un petit peu et puis on va commencer et ça franchement non, je voudrais juste revenir là-dessus. Avant, et ça, c'est vraiment un truc très important, c'est commencer par faire une analyse de risque, OK? Bien sûr que il y a des risques et la validation, c'est la maîtrise des risques. Voilà. Il faut évaluer aussi la confiance, c'est hyper important et la faisabilité. Sur la faisabilité, eh ben, évidemment, il y a tout un volet qui est développé dans cette annexe sur la disponibilité de données, la compréhension des données et on va voir qu'il y a des méthodes qui sont préconisées. La sélection du modèle, et cetera et cetera. Et c'est une fois qu'on a fait ça, qu'on va pouvoir passer en phase de projet. Donc on a, en termes de changement, bah, c'est vrai qu'à partir du moment où on a un système qui utilise un modèle IA, bah, le changement, il peut avoir lieu, comment dire? Entre la phase, de POC, hein, et la phase, je dirais, projet, hein. Et puis après, dans la phase de projet, on peut se rendre compte que, bah, finalement, il y avait tout un ensemble de problèmes, liés aux données. C'est souvent, en fait, plus lié aux données, hein, que, au modèle ou alors ça peut être, je dirais aussi en phase projet, on se rend compte qu'on n'est pas capable d'expliquer d'une manière, suffisamment, je dirais, cartésienne, le fonctionnement et donc si on n'est pas capable d'expliquer le fonctionnement, bah, en termes de validation, on est quand même toujours un peu en difficulté. Voilà. Il peut y avoir d'autres raisons de changement, bah, c'est que simplement que le sous-système, souvent ça se fait beaucoup, on wrap en fait sur les systèmes fondamentaux du marché, ça change et à ce moment-là, bah, il faut rentrer dans la boucle. Voilà, je vais avancer un petit peu parce que sinon tu auras pas le temps, Je veux bien. Christophe. Voilà. Donc dans le guide, vous avez un exemple ici sur statement problem, les requirements. Donc là, bon, je vous laisse lire, hein. C'est simplement un système pour, je dirais, classifier, des déviations, de type, data integrity. Hein. Donc vous voyez, on revient au basique, hein, les requirements et encore les requirements. Donc, les requirements et de nouveau, bah, après les requirements, les risques. Donc ici, on a sur cette figure les risques, je dirais, entre guillemets, qualité et les risques, je dirais, métier. Et je vous ai mis en annexe, enfin, je vous ai mis, pardon, les annexes qui, pour moi, sont vraiment les éléments différenciants, les annexes sur lesquelles il y a plus de valeur ajoutée, hein. Il y a une annexe M9 sur l'IA de confiance, ce qui est quand même très, à mon avis, clé, hein, voilà. L'annexe S4 sur tout ce qui est explicabilité, voilà. Et puis l'annexe S5, pardon, sur les challenges en termes de cybersécurité. Donc j'en étais sur
oui, l'analyse de risque dès la phase de POC. Voilà. Et ça, je pense que c'est le message, c'est vraiment ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets sur lesquels ça freine ou ça bloque par manque d'acculturation et par manque d'analyse de ces problèmes-là. En fait, ces problèmes-là, lorsqu'on les met sur la table, parce que oui, il y a des impacts sur les fonctions, oui, il y a des impacts sur les systèmes, oui, il va y avoir des impacts sur l'organisation, oui. Bah, en fait, ces problèmes-là, à partir du moment où on les met sur la table, en fait, on arrive à trouver des réponses. Voilà. Et si on met pas ces problèmes-là, je dirais, sur la table dès le départ, en fait, ça coince. Donc là, je pense que c'est quand même une grande avancée de ce guide-là, d'avoir inclus ces activités-là en phase de POC. Allez, j'avance un petit peu, je vais accélérer un tout petit peu parce que sinon. Donc là, en fait, on a un truc sur documenter le choix des modèles, hein. Bon, voilà, mais comme je dois faire des choix, là, je vais passer rapidement. Donc, le modèle de régression, des forest machin, des trucs, bon, bref. Voilà. Un autre élément qui est hyper important et que l'on voit souvent, c'est quand les gens démarrent l'époque sans critères d'évaluation. Voilà. Ça, c'est encore un élément différenciant par rapport à l'annexe D11. C'est qu'en fait, il y a pas de, on n'écrit pas les critères sur lesquels on va dire, OK, c'est bon, OK, je vais pouvoir passer en phase de projet. Donc, dans cette annexe, bah, en fait, vous avez plusieurs dimensions à explorer avec des guides. Évidemment, certaines, elles sont entre guillemets assez évidentes, hein, end-user feedback, mais ou la maturité du fournisseur, bon, bah, les expected business value, hein, mais aussi, et ça c'est vraiment propre au système, je dirais, d'IA, bah, c'est la qualité des données, c'est la disponibilité des données, hein. Comme ça a déjà été dit X fois, s'il n'y a pas assez de données, ben, on va avoir des biais, si on n'a pas. Bref. Donc ça, c'est important, je pense. C'est un vrai conseil de ce guide de mettre ces critères d'évaluation dans la phase de POC. Je veux bien qu'on avance pour le dernier élément sur les données, puis après je te donne la main, hein. C'est aussi un élément franchement nouveau, c'est qu'il y a un aspect méthodologique qui est décrit dans cette annexe sur l'exploration, je dirais, des données pour aller sur la qualité des données, hein. Donc l'accès aux données historiques, les formats des sources de données, bon, il y a vraiment beaucoup de choses et je pense que c'est résumé un petit peu sur le prochain slide et après je te donne la main, Christophe. Voilà. Sur cette méthode donc AED, hein, pour aller détecter, enfin en tout cas pour vous sensibiliser aux données aberrantes, les liens avec les variables. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a quelques exemples et donc moi le message qui est envoyé ici, c'est que voilà, en tant qu'expert validation ou expert qualité, ben, ouvrez ce sujet-là avec vos data scientists. Moi, je suis persuadé que la plupart des data scientists, soit ils connaissent la méthode, soit ils ont ils sont naturellement, ils ont tout le bagage pour bah, vous aider à construire ça. Donc, veillez que dans le process et dès le départ, on évalue, je dirais, la qualité des données, puisque c'est quand même un élément important pour le succès des projets. Voilà. Donc, pour moi, cet aspect, je dirais, cette phase de preuve de valeur, elle est vraiment clé et je vous encourage donc à regarder cette annexe-là pour avancer. Voilà, je m'arrête là parce que sinon, Christophe, Merci ça Philippe. va être compliqué. Ouais, et du coup, si on passe à la phase suivante, donc une fois que la preuve de concept ou preuve de valeur a été faite, on passe en phase projet. Donc là, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà retrouvées sur des graphiques qu'on a pu voir tout à l'heure, Appendix D11, etc. Donc on passe par une phase de requirement et de design. Je vais vous montrer sur les slides suivants. On a réinventé un peu dans le guide les catégories GAMP qu'on connaît bien, en rajoutant un peu la dimension comment spécifier et comment tester le modèle. Et ce qu'on voit ensuite, c'est la phase que vous avez déjà vue dans l'appendix D11, donc une phase où on fait le développement du modèle de façon itérative, ou la configuration de ce modèle. Et comme Philippe vient de le mentionner, il y a cette phase orange qui est la sélection du dataset. Et de le dataset, donc il y a une partie qu'on utilise pour former le modèle, donc faire le training, une partie qu'on utilise pour tester le modèle avant de faire la phase de validation. Donc c'est là où ça devient
un problème, les termes data science et les termes que nous, on connaît de validation ne sont pas forcément les mêmes. Donc, le validation dataset, c'est avant de passer en test formel. Et ensuite, il y a le test dataset qui, lui, est utilisé vraiment pour tester le modèle, ou le release candidate, comme c'est appelé ici. Juste petit rappel, je l'ai déjà mentionné, je crois, à plusieurs occasions, mais je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique. Il faut que le test dataset et le training dataset soient séparés les uns des autres. Si vous connaissez les questions d'un examen avant de le passer, vous allez avoir des très très bons résultats. Par contre, ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, vous allez très bien vous comporter, vous allez comprendre les problématiques. C'est exactement le même principe de l'IA. Une fois que le testing a été fait, on retrouve les phases classiques de reporting et d'acceptance, comme on les connaît pour des validations de système. Et justement, comme je vous le disais, on a essayé un peu de réinventer les catégories bien connues du GAMP5. Et du coup, on a des phases. Donc, on a la catégorie 3, en fait, où on nous donne des exemples. Donc, on nous dit, par exemple, un chatbot qui ne permettrait pas de faire aucune configuration. C'est considéré comme une catégorie 3. Et dans ce cas-là, on passerait sur les requirement specification classiques, qui sont dérivés aussi dans un modèle requirement specification, et de l'autre côté, un modèle testing avec requirement testing qui va avec. Vous verrez, on a la même chose pour la catégorie 4 et pour la catégorie 5. Donc vous retrouverez un petit peu des choses que vous connaissez. Et on nous explique dans ces différentes annexes aussi, à chaque fois, et pour ces différentes catégories, quels sont les aspects qu'il va falloir vérifier et quelles sont les activités qu'un fournisseur peut être amené à faire dans ce contexte-là. Par exemple, là, dans un modèle qui serait classique et simplement déployé, il faut faire une vérification d'installation, donc une IQ, pas une grosse surprise. Et ensuite, on nous dit que pour le modèle testing, il va probablement falloir utiliser plus de données. Et ensuite, on fait un end-to-end testing qui pourrait correspondre à une PQ ou User Acceptance Test. Et que pour ça, il y a probablement besoin de moins de données pour tester. Là, il n'y a pas des grosses révolutions non plus. Et les activités fournisseurs, elles sont similaires en fait au cas non IA. On nous livre la solution, on fait de la documentation, on attend un bon QMS, mais on en parlera plus dans la partie qualification du fournisseur, et potentiellement un support pour la phase modèle testing. Donc là, ça a toujours été le cas pour le V-model. À quel point on fait appel au fournisseur pour certaines activités, c'est libre choix, sachant que le requirement testing en lui-même doit être fait par l'utilisateur réglementé. Ce que je trouvais intéressant, c'est de détailler un peu plus qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment dans ces nouvelles briques qu'on retrouve dans le V-model, donc le Model Requirement Specification. Donc Philippe a montré déjà tout à l'heure un exemple d'un draft qui pourrait déjà venir pendant la phase de concept. Donc, évidemment, après la phase de concept, il faut vraiment maintenant finaliser ce modèle requirement. Et là, il va dans deux dimensions, comme pour toute bonne requirement. Il y a tout ce qui est functional requirement, il y a tout ce qui est non-functional requirement. Donc là, en particulier, quand on parle de modèle, il va y avoir des aspects du genre comment je peux réentraîner mon modèle, par exemple, comment il va pouvoir être scalable, comment il va pouvoir être reproduisible. Et ça, c'est quand même des choses qui sont très différentes par rapport à des choses d'un système qui serait dit classique, où là, il va falloir se pencher un peu plus sur qu'est-ce que j'en attends spécifiquement et son pendant, comment je vais arriver à tester ce genre de choses. Et en particulier, un accent qui est mis spécifiquement, c'est sur tout ce qu'on appelle les métriques ou les Key Performance Indicators. Quand on parle de modèle d'IA, il faut arriver à définir les bonnes métriques. Et je reprends ce que disait Philippe tout à l'heure. Faites appel à vos data scientists qui auront probablement des bonnes idées pour vous dire quel type de métriques sont adaptées pour quel type de problème que vous allez vouloir résoudre. Et ensuite, c'est un dialogue à mener entre les experts assurance qualité et les experts data science pour arriver à trouver la métrique qui correspond bien et la valeur associée à cette métrique. Et donc, le but de ça, c'est d'arriver à superviser la performance du modèle. Et là, ce n'est pas qu'en phase de test, mais c'est aussi en phase opérationnelle. On y reviendra tout à l'heure très rapidement. Et par exemple, des métriques spécifiques, par exemple, pour détecter le biais. On en parlait tout à l'heure, ça peut être des aspects spécifiques. Et suivant le use case que vous allez avoir, ça ne va pas forcément être les mêmes métriques. Alors, si certains d'entre vous ont participé à la journée IA à Meudon, on avait fait un use case tous ensemble qui était pour le cas du mirage. Donc, arriver à détecter automatiquement, par exemple, des impuretés dans des ampoules. On va prendre cet exemple. Et là, le but, c'est d'essayer, disons que les ampoules qui sont pas correctes seraient les ampoules triangle vert, et les correctes seraient les cercles jaunes. Quand je fais un modèle, soit je fais un modèle qui veut englober et détecter toutes les impuretés, au risque du coup d'avoir des cercles jaunes. Dans le cas là, peut-être qu'on va décider de jeter l'ampoule, ou peut-être qu'on va faire intervenir une personne supplémentaire pour vérifier
que le modèle a détecté des bonnes choses. Ou alors on dit, ah, je ne veux pas jeter d'ampoule, mais du coup, le modèle, il va peut-être être trop restrictif. C'est le cas de droite, où du coup, là, il va détecter, il n'aura aucun faux positif. Par contre, il va se retrouver à avoir des cas qui passent au travers de la raquette. Et ça, dans quel cas c'est un problème ou moins un problème, ça va dépendre totalement du use case que vous allez mettre en place. Très souvent, un faux négatif, ça va être un risque patient. Par exemple, si vous dites ah bah, je n'ai pas détecté qu'il y avait une ampoule qui n'était pas bonne, le patient pourrait avoir une ampoule potentiellement qui n'est pas bonne. Si vous faites des faux positifs, comme dans le cas de gauche, bah, vous allez avoir un problème financier parce que vous allez faire intervenir quelqu'un alors que ce n'était pas nécessaire, ou vous allez jeter quelque chose alors que ce n'était pas nécessaire. Et tout ça, ça va être les genres de questions qu'il va falloir se poser. Alors déjà en phase de concept, mais absolument les fixer en phase de projet. Quelles sont les mesures que je vais vouloir faire? Alors le guide ne va pas trop dans les détails de comment sélectionner une métrique. Il en cite juste certains exemples et je vous en ai mis là quelques-uns. Par exemple, la précision, c'est combien de ce que j'ai rapatrié est vraiment des cas que je voulais rapatrier, ou combien de tous les cas qui seraient positifs j'ai vraiment détecté. C'est ce qu'on appelle precision ou recall. Et dans certains projets, on va essayer de faire la moyenne, par exemple, de ces deux choses. On va essayer d'optimiser. Je ne passerai pas plus de temps là-dessus, mais vraiment réfléchissez ça à expert qualité, à discuter avec les experts data scientists. On a parlé très rapidement la dernière fois, il y a aussi des ISO qui peuvent vous aider sur ce genre de choses. Il y a les experts vraiment des data qui pourront vous dire quelles métriques sont les bonnes ou pas les bonnes. Mais sachez que ça, c'est vraiment mis l'accent pour arriver à avoir ensuite une requirement qui tient la route et son pendant, des tests qui tiennent la route. Donc le test de modèle, là, je vous ai listé certains des exemples qui sont mentionnés. Donc les normal case, negative testing, tout ça, on connaît, c'est des choses qui sont faites dans les systèmes normaux aussi, mais je vous ai mis quelques exemples spécifiques. Donc on parlait de tests de biais. J'aime bien cet exemple, il est marrant, c'est dans DeepL, si vous utilisez, alors là c'est du Malais, je ne suis pas expert, mais j'ai trouvé ça sur des sites, je trouve ça assez intéressant. Suivant ce que vous lui donnez comme data, là vous ne spécifiez pas si c'est une femme ou un homme, et quand vous faites la traduction en anglais, quand c'est une nurse, il va vous dire que c'est une femme, et quand c'est un programmeur, il va vous dire que c'est un homme. Ça, c'est le genre de biais. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un problème pharma, mais ça peut vite poser aussi des soucis plutôt pratiques dans nos genres de use case. Explainability, donc il y a une annexe que mentionnait Philippe tout à l'heure, j'en ai parlé dans un des webinaires précédents, c'est est-ce que vous allez avoir par exemple des heatmaps qui vous montrent est-ce que le modèle vous dit juste vrai ou faux, et s'il vous dit vrai, quel endroit lui a fait penser que c'était vrai? Et ce genre de choses, il va falloir les tester si vous voulez que ce soit montré aux utilisateurs finaux. Et correctness testing, ça c'est quelque chose qui est quand même connu maintenant dans les IA, il y a tout ce qu'on appelle les hallucinations. Là, je vous ai mis un exemple qui est assez connu, c'est quelques années, si vous demandiez à ChatGPT qui était le seul survivant de la catastrophe du Titanic, il vous sortait un nom au hasard, alors qu'en fait, c'était plus de 600, je crois, de mémoire qui ont survécu, mais la façon dont vous posiez la question, il vous sortait le premier nom qu'il trouvait dans la liste, ou le nom le plus probable d'avoir été cité sur Internet. Et ça, c'est tout ce genre de choses qui sont précisées sur comment on va essayer de tester les modèles et quels aspects il va falloir vérifier. Ça, c'était la catégorie 3, et je passerai plus vite sur les catégories suivantes. Donc, il y a les catégories 4 qui va être plutôt un modèle qui est configuré, qui donne par exemple l'exemple, il va être configuré avec certaines informations de l'organisation en elle-même, ou certains promptings de LLM. Les exemples, je ne les trouve pas très parlants personnellement. Là, il va falloir ajouter les phases de test fonctionnel qu'on connaît bien, et la phase dans tout ce qui est sélection du modèle, évaluation du modèle, sa configuration. Philippe est déjà passé tout à l'heure dessus. Et là, il n'y a pas de grosse surprise. On attend à peu près les mêmes choses que dans un V-modèle classique en termes de testing et d'activité fournisseur. Et il mentionne juste que c'est possible que ce ne soit pas la même personne qui configure le modèle que celle qui configure le système. Donc ça, en fonction de ça, il va falloir adapter. Et le modèle le plus compliqué, donc le V, est en train de se transformer en, je ne sais pas trop ce que ce serait ce symbole là, avec un W l'un sur l'autre, c'est Volkswagen peut-être, mais en tous les cas, là c'est la catégorie 5, et donc là ça serait du implementation of a custom model, donc vraiment quelque chose qui a été customisé pour vous, ou un modèle, alors c'est là où ça va être intéressant je pense de trouver le distinguo et le bon curseur, mais un modèle que vous auriez entraîné avec vos propres sources de data. Parce que ça, c'est considéré comme un catégorie 5, il va falloir, à mon avis, se pencher sur la question, parce qu'on aura des use cases qui vont arriver comme ça, où des vendeurs de logiciels auront leur modèle et voudront les nourrir de vos data, et comment ça c'est spécifié et testé.
Et voilà, et là, donc, on rajoute la dimension de nouveau testing. Donc là, il y aura bien sûr le low level testing, que ce soit la partie haute du UV, donc qui peut être custom, ou la partie basse du V qui peut être custom. Donc il y aura là toute la partie data engineering, model engineering, dont Philippe a déjà parlé un peu tout à l'heure, et où là, le fournisseur jouera probablement un rôle clé. Donc fournisseur, encore une fois, interne ou externe. C'est là où il va falloir vraiment aller plus dans les détails de comment ça a été développé, comment ça a été entraîné, pourquoi ce modèle, et tout ce genre de choses. Et ensuite passer en phase vraiment de testing que j'ai déjà couvert tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment la phase projet. Donc n'hésitez pas à consulter les annexes, elles vont vraiment dans des détails intéressants. Et ensuite, on a vu qu'il y a quand même quelques personnes qui sont en phase opérationnelle. Donc quand on a enfin fini son projet, évidemment, on a envie de profiter de ce système. Et là, la plus grosse différence avec un système que je dirais classique, c'est qu'en fait, il va falloir continuer à superviser la performance. Qu'est-ce que ça veut dire superviser la performance? Ça va vraiment essayer de dire, voilà, mon modèle, je l'ai entraîné avec certains jeux de données, et dans la vraie vie, j'aurai des jeux de données qui vont être différents. Est-ce que mon modèle continue à bien se comporter? Là, c'est peut-être un peu petit sur le slide deck, mais il y a un distinguo qui est fait entre les modèles statiques, donc vous allez friser et déployer de cette façon. Là, vous allez devoir avoir vraiment une supervision fine de quand il y a des anomalies, à quoi c'est lié. Est-ce que c'est un jeu de données que j'avais pas prévu, j'en sais rien, un type d'ampoule d'un autre produit qui serait plus opaque que celui que j'avais utilisé pour tester, ou une étiquette qui cacherait une partie de l'ampoule. Tout ça, c'est des choses qu'on avait entendues à Mulhouse par une personne qui avait présenté son use case et qui avait fait que finalement le modèle d'IA performait moins bien dans la vraie vie que ce qu'ils avaient anticipé. Donc ça, c'est pour des aspects statiques. Et après, les modèles dynamiques sont aussi touchés dans le guide. Alors, le petit disclaimer pour le moment, annexe 22 draft, pour ceux qui ont participé aux discussions, les modèles dynamiques sont quand même à minima questionnés. Pour tout ce qui est le change management, ça veut dire que le système continue d'évoluer. Et là, ce qu'on nous propose, c'est de mettre vraiment un monitoring fin du modèle pour se fixer des cadres de KPI dans lesquels le modèle a le droit de naviguer. S'il sort de ces cadres de KPI, là, il propose un switch to un static mode. Donc à ce moment-là, d'arrêter le modèle et de le faire stopper d'apprendre. Tout ce genre de concepts seront bien sûr à refiner, mais c'est vraiment la grosse différence avec un système classique, c'est que vraiment cette phase de monitoring va être super importante, et il y aura vraiment des grosses phases de réentraînement, donc pas seulement du change management, dans le sens une nouvelle version du fournisseur, par exemple, a été prévue, mais peut-être des jeux de data différents auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Et voilà la dernière petite slide que tu voulais couvrir, je crois, Philippe, si je me rappelle bien, mais j'imagine que là, elle ne touchera pas encore au rebond. Ouais, non, parce que je voudrais juste ajouter par rapport à ce que tu as dit, pour qu'il nous reste un petit peu de temps. C'est vrai qu'on a de toute évidence des cycles de vie et non pas un cycle de vie. Euh, que là, il y a une vraie, au-delà de ça, il y a une vraie dimension sur le cycle de vie de la donnée. Voilà, hein. C'est pour ça qu'on commence à voir apparaître la notion de data ops, hein. Donc ça, c'est une vraie, c'est une réalité. Et toujours pour rester un petit peu dans, entre guillemets, la ligne du parti, hein, une des avancées du GAMP5 seconde édition, c'est cette fameuse annexe sur les tools et les rapports d'adéquation par rapport aux tools pour éviter de rentrer dans une qualification classique. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, moi, je vous encourage à discuter avec vos data scientists, data engineers, euh, AI engineers, etc., pour savoir un petit peu ce qu'ils ont en termes d'outils et comment on peut cadrer, je dirais, l'ensemble de ces outils-là par rapport à ces objectifs qui sont expliqués dans ces guides. Évidemment, les guides, c'est d'expliquer, je dirais, l'objectif, c'est pas d'expliquer, je dirais, comment il faut le faire. Mais aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on est en phase, je dirais, opérationnelle et de surveillance des modèles, bah oui, il existe des solutions. Voilà, hein. Euh, voilà. Donc on est encore dans la logique, je dirais, GAMP5, on est encore, je dirais même, dans l'esprit ISPE, hein. Euh, c'est quand même capitaliser, travailler avec ses fournisseurs, ne pas être esclave, je dirais, d'un formalisme en termes de cycle de vie. On voit bien que là, on a des cycles de vie minimum à 2 dimensions, hein.
que nos systèmes ils vont évoluer d'une manière incrémentale sur la base d'itération, je dirais, des modèles. Donc voilà, moi c'est simplement ça que je voudrais faire passer comme message sur la notion de cycle de vie. C'est il faut que ça soit un travail collégial pour, à mon avis, avoir quelque chose d'opérationnel pour maîtriser ces cycles de vie. Euh, et c'est important de prendre ça dès le départ parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui sont stoppées, voire gelées par incompréhension mutuelle. Voilà. Merci Philippe. Du coup, on peut maintenant passer en phase question. Attends, je vais peut-être juste faire la conclusion avant pour couper Ouais, l'enregistrement. on a quand même encore 7 minutes, on est pas mal pour une Ouais. fois. Du coup, merci tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos feedbacks et nous dire s'il y a des choses qu'on doit améliorer. C'est que la deuxième fois qu'on utilise ce setup très particulier qui nous permet de passer par Teams. Donc n'hésitez vraiment pas. Comme d'habitude, le petit QR code qui vous permet de retrouver tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous en servir. Le plus important, c'est de suivre LinkedIn. Et au niveau des actualités ISPE, on se retrouve jeudi pour les plus motivés pour discuter du concept paper de l'annexe 15. Vous pouvez vous inscrire, vous trouverez le lien via LinkedIn. Le webinaire suivant, je me rappelle plus de la date, mais c'est dans 3 semaines. Oui. Le 7 avril. Impeccable. Et du coup, je vous remercie tous. Je vais couper l'enregistrement et on va pouvoir passer aux questions.